Pendant que les sociétés occidentales se déchirent pour savoir si oui ou non on peut laisser des hommes détruire des femmes lors de compétitions sportives et se demandent si les réunions en non-mixité sont racistes ou pas, la Chine, elle, se frotte les mains dans son coin, un sourire carnassier aux lèvres tout en préparant un plan machiavélique pour dominer le monde. Les dirigeants occidentaux ont longtemps sous-estimé l'ambition omnipotente du parti communiste chinois, le PCC. Ils partaient du principe qu'en s'ouvrant économiquement au monde, la Chine finirait par libéraliser sa politique et ainsi devenir similaire aux démocraties occidentales, de véritables visionnaires. Sauf que la mondialisation n'a absolument pas libéralisé la Chine, et pendant que l'Occident regardait ailleurs, l'Empire du Milieu a pu, tranquillou bilou, se développer grandement d'un point de vue économique et par conséquent accroître sa puissance, sans pour autant que ça affaiblisse le PCC et sa soif de domination. PCC qui aujourd'hui décide de passer à l'offensive. Mais il n'est pas idiot, il sait qu'il ne peut pas combattre militairement l'Occident. Pékin a donc opté pour une autre tactique, à laquelle l'OTAN a donné le nom de guerre cognitive. Cette tactique, c'est de gagner la guerre avant la guerre. Dans ce décryptage, nous allons voir comment la Chine, pour asseoir son hégémonie dans le monde, s'attaque à nos cerveaux. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la guerre cognitive? C'est une guerre hybride non cinétique. Qu'est-ce qu'une guerre hybride non cinétique? Prenez des notes, on va balancer définition sur définition dans cette partie. Une guerre hybride, c'est une stratégie militaire qui combine diverses formes de confrontation. Ça peut être des opérations militaires conventionnelles, de la guerre économique, de la cyberattaque, de la guerre d'information, etc., etc. Et quand on dit qu'une guerre n'est pas cinétique, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'affrontement en face à face sur un champ de bataille physique. Le terme de guerre cognitive a été inventé par l'OTAN, qui jusqu'à présent divisait la guerre en 5 domaines opérationnels. L'air, la terre, la mer, l'espace et la cybernétique, mais qui en a maintenant désigné un nouveau, le domaine humain. Le concept ne fait pas encore consensus chez les experts. Selon certains, la guerre cognitive est juste un nouveau mot pour désigner la cyberguerre, un conflit mené principalement à travers des attaques informatiques et des opérations de piratage, ou pour désigner la guerre de l'information, qui vise, elle, à influencer l'opinion publique, la perception des événements et les décisions politiques en diffusant de la désinformation sur des plateformes numériques et médiatiques. Sauf qu'avec la guerre cognitive, il y a une nuance importante à saisir. Tandis que la guerre de l'information vise principalement à modifier ce que les gens pensent, la guerre cognitive a elle pour but de modifier la façon dont ils pensent. Ok. La guerre cognitive s'étend donc du contrôle des médias jusqu'au contrôle du cerveau. Et les attaques impliquent aussi bien le piratage psychologique des individus que la désinformation et les cyberattaques. Ce magnifique schéma parfaitement bien réalisé vous illustre la différence entre ces trois types de conflits. Voyons maintenant en quoi consiste ce contrôle du cerveau, et pour ça, revoyons ensemble ce qu'est la cognition. Je m'excuse d'avance à tous les spécialistes du cerveau qui regardent cette vidéo, mais on va vulgariser un max, histoire de perdre le moins de personnes possible. Vous êtes drôle, j'avais devenu accro. La cognition, c'est l'ensemble des mécanismes combinant le raisonnement, les émotions et les expériences sensorielles qui permettent de comprendre le monde réel pour y agir. C'est un élément majeur du processus de prise de décision, processus durant lequel notre cerveau met en concurrence différentes fonctions, le système 1 et le système 2, qu'on qualifie aussi des deux vitesses de la pensée. Grosso merdo, le système 1 c'est la pensée rapide, l'intuition, et le système 2 c'est la pensée lente, la logique. La pensée rapide demande moins d'énergie au cerveau que la pensée lente, mais contient plus de biais cognitifs. Les biais cognitifs, pour faire simple, c'est les pensées faussement logiques que nous insuffle notre cerveau. Par exemple, un biais cognitif connu et beaucoup utilisé en marketing, c'est de mettre en vente des produits à 2,99€ et pas à 3€, car le cerveau fait pas gaffe aux 99 centimes et se dit « Waouh, 2€ pour des chaussettes de Noël, quelle bonne affaire !» et pas 3€, non, c'est trop cher. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Eh bien, le but de la guerre cognitive, ça va être d'exploiter ces biais cognitifs à des fins stratégiques pour orienter et contrôler les perceptions et les comportements de l'ennemi. Car la façon dont on pense conditionne la manière dont on agit. Donc si on ne pense plus, on ne peut plus agir. Logique. La guerre cognitive est donc une guerre d'influence impliquant une militarisation des neurosciences et des sciences sociales avec pour but final de changer les idéologies de l'adversaire et lui imposer les siennes. En bref, la guerre cognitive, c'est la destruction des modes de pensée, la perception est le nouveau champ de bataille, tandis que l'esprit est l'arme. Et c'est potentiellement une guerre sans fin, car bien faite, elle est quasiment indétectable. On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. On me voit. Ou alors, quand on en prend conscience, ça veut dire qu'il est trop tard. Puis bon, c'est pas le genre de conflit où tu peux tranquillement signer un traité de paix, puisqu'il est partout. C'est comme des tentacules qui se propagent dans tous les domaines et aux quatre coins du monde. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Concentrons-nous maintenant sur la stratégie chinoise dans le cadre de cette guerre cognitive.
La culture stratégique, c'est un ensemble de croyances et de valeurs inscrites dans l'histoire et la culture d'un pays, qui va influencer et façonner la façon dont ce pays pense la guerre et la défense nationale. Et autant dire que les cultures stratégiques chinoises et occidentales n'ont rien à voir. Celle de la Chine est bien plus adaptée à la guerre cognitive que la nôtre. Déjà par la façon dont ils voient le temps. Les Chinois en ont une vision cyclique et non linéaire comme l'Occident. Pour eux, le temps ne se perd pas. Donc, dans un contexte de guerre cognitive où le conflit s'inscrit dans la durée pour déconstruire petit à petit les modes de pensée des sociétés ennemies, c'est un premier avantage. L'autre avantage en faveur de la Chine, c'est les différences cognitives entre les Asiatiques et les Occidentaux. Selon le psychologue social Richard Nisbett, les Asiatiques ont une vision contextuelle du monde. Les événements sont perçus comme hautement complexes et déterminés par de nombreux facteurs. En gros, ils ont une vision globale des choses, tandis que les Occidentaux suivent une logique d'objets isolés de leur contexte, ce qui est problématique dans le cas d'une guerre cognitive. Rappelez-vous, les tentacules qui s'introduisent partout, dans tous les domaines. Donc, de par sa culture stratégique différente, la Chine part avec un move d'avance en termes de guerre cognitive. Ensuite, là où les Chinois sont malins, quand je parle de Chinois, je parle de ces Chinois-là, pas de ceux-là. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? C'est qu'ils restent en dessous du seuil du juste ad bellum, autrement dit le droit de faire la guerre. Ils exploitent ce qu'on appelle la zone grise, le vide juridique concernant la guerre cognitive. Car là où les Occidentaux distinguent paix et guerre, les Chinois, eux, n'en ont rien à faire. Dans un livre de géopolitique devenu référence en Chine, intitulé La guerre hors limite, Qiao et Wang, l'un général et l'autre haut fonctionnaire chinois, résument en une phrase la stratégie guerrière de l'Empire du Milieu. La seule règle, c'est de ne pas parler du Fight Club. Je rigole. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il démontre que la guerre n'est plus l'utilisation de la force armée pour forcer l'ennemi à se plier à nos désirs, mais plutôt tous les moyens, qu'ils soient armés ou non armés, militaires ou non militaires, pour forcer l'ennemi à se soumettre à ses propres intérêts. L'intention n'est pas nécessairement de vaincre l'Occident sur le champ de bataille, mais d'affaiblir les démocraties à un point tel qu'elles soient incapables ou non désireuses de répondre à une agression. Sachant que leur tâche est d'autant plus simplifiée que les démocraties occidentales sont déjà fragilisées. La guerre cognitive chinoise et sa stratégie d'influence se déclinent en 3 concepts. Le premier, c'est le Front Uni, qui est une politique du PCC qui vise à mobiliser les amis du parti pour frapper ses ennemis. En gros, former une coalition autour du parti pour servir ses intérêts, éliminer ses ennemis intérieurs comme extérieurs, et contrôler les groupes pouvant défier son autorité. Le deuxième concept, c'est la stratégie des 3 guerres, la guerre psychologique, la guerre médiatique et la guerre juridique. Enfin, le troisième concept provient de l'Union soviétique et c'est ce qu'on appelle des mesures actives, donc tout ce qui va être espionnage des informations, manipulation, sabotage et j'en passe. Il y a d'ailleurs une loi chinoise de 2017 qui stipule que tout citoyen doit soutenir, assister et coopérer avec les activités liées au renseignement national, même les citoyens qui ne vivent pas en Chine, qui s'avèrent d'ailleurs plutôt utiles pour ce qui est de voler des travaux de recherche dans les universités. Pour ce qui est des acteurs mettant en place ces opérations d'influence, on va pas tous les nommer car on y passerait la nuit, mais on peut quand même citer au sein du parti le département de propagande, en charge de l'idéologie qui contrôle le spectre des médias et la production culturelle du pays. Il y a aussi le bureau 610 qui a des agents dans le monde entier agissant hors de tout cadre légal pour éradiquer le mouvement spirituel Falun Gong, quelque chose comme ça, interdit en Chine car, je cite, c'est un culte qui met la société en danger et viole les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quand ça les arrange. Au sein de l'État, il y a le MSE, le ministère de la Sécurité d'État, la principale agence de renseignement du monde, avec 200 000 agents espions contre, à titre de comparaison, 7 000 pour la DGSE en France. Au sein de l'APL, l'Armée populaire de libération, le nom donné à l'armée chinoise, on peut citer la base 311, qui est dédiée à l'application des 3 guerres. Et puis, il y a bien sûr les entreprises, publiques comme privées, qui s'occupent de récupérer les données. Donc on a TikTok, WeChat, Huawei, etc. C'était pour vous réveiller. La stratégie chinoise pour dominer le monde est donc plutôt bien organisée et les actions mises en œuvre par ces différents acteurs ont pour objectif séduire, infiltrer et contraindre. Bon, je sens que je vous gonfle avec la théorie, donc on va passer à du concret. À bien des égards, la guerre cognitive peut être comparée à de la propagande, mais une propagande vraiment sophistiquée. D'abord car elle utilise les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ensuite car il y a toute la dimension psychologique et cognitive, et enfin car tout le monde y participe. Oui, même toi Noémie, quand tu retweets une info de je ne sais quelle politique concernant je ne sais quel événement, car elle t'a scandalisé mais que tu n'as pas vérifié la source, tu participes à la diffusion d'une possible intox. Il existe 3 types de propagande, la blanche, la grise et la noire.
La propagande blanche est une propagande qui ne cache ni son origine ni sa nature. C'est le type de propagande le plus courant étant donné qu'elle est beaucoup utilisée en publicité. Par exemple, Moulinex libère la femme ou respect de la vie privée, c'est ça l'iPhone. Ensuite, il y a la propagande grise, dont on ne connaît pas vraiment l'origine puisque la source d'information est intentionnellement occultée pour que la population cible adhère plus facilement au message. Par exemple, Radio Free Europe, Radio Liberty, une radio américaine qui diffusait des messages de propagande dans divers pays pour convertir les populations cibles à l'idéologie américaine. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais c'est pas parce que cette vidéo s'intéresse surtout à la guerre cognitive chinoise que les pays occidentaux, et surtout les États-Unis, sont des petits anges innocents. On vit pas dans un monde manichéen avec les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, même si c'est ce que nos dirigeants aimeraient nous faire croire. Et enfin, la propagande noire, la plus vicieuse de toutes, qui consiste à créer des messages de propagande en se faisant passer pour le camp adverse, histoire de bien semer le trouble chez les ennemis. On peut par exemple parler de Soldat Sender Calais, une station de radio pirate britannique dirigée par Sefton Delmer pendant la Seconde Guerre mondiale qui se faisait passer pour une radio de l'armée allemande. Son but était tout simplement de diffuser de la désinformation pour tromper et démoraliser les chleux. Est-ce que c'est raciste de dire les chleux ? On va dire que non. La guerre cognitive, vous l'aurez deviné, utilise les propagandes noires et grises, car comme l'a dit Verbalkind dans Usual Suspect, le coup le plus rusé que le diable ait réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Mais avant de diffuser des messages de propagande, il faut savoir quoi dire à l'ennemi. Et pour savoir quoi dire à l'ennemi, il faut infiltrer ses pensées. Pas très compliqué quand on vit dans un monde aussi connecté que le nôtre, dans lequel tout le monde partage ce qu'il pense, sans filtre aucun. Dis-moi Faloma, à quel âge tu l'as fait pour la première fois ? Et c'est là que le Big Data fait son apparition. En une phrase, le Big Data représente les stratégies et technologies mises en œuvre pour rassembler, organiser et analyser un ensemble massif de données qu'aucun outil classique de gestion de données ne peut vraiment travailler. Et ces données, elles représentent une mine d'or dans le cadre de la guerre cognitive car elles permettent de comprendre la psychologie et les tensions sociétales du camp adverse. Du coup, on les vole. En 2017, Equifax, une société américaine d'évaluation de la cote du crédit, a subi une cyberattaque. Résultat, 143 millions d'Américains se sont fait voler des données telles que les noms, les numéros de sécurité sociale, les dates de naissance et dans certains cas les numéros de permis de conduire. Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable ? Les Chinois. En tout cas, c'est ce que pense la justice américaine qui a inculpé 4 militaires chinois dans le cadre de cette affaire. Des vols de données, il y en a eu plein d'autres. On peut par exemple parler du scandale Facebook Cambridge Analytica, qui est une société d'analyse de données, enfin qui était, et dont on reparlera un peu plus tard. Ces données sont ensuite analysées, décortiquées et mises à profit. Ce sont maintenant aux neurosciences et aux sciences sociales d'entrer dans la danse. Le cerveau ne se contente pas de recevoir passivement des informations de l'extérieur qu'on appelle stimuli. Il génère aussi constamment des prédictions à partir des connaissances qu'il possède. Et les prédictions du cerveau, qui sont responsables de la perception humaine et donc du processus de la prise de décision, sont déterminées par le réseau neuronal qui gère les émotions. Ce qui fait que notre perception peut être facilement faussée en cas de fortes émotions, en particulier si elles sont négatives comme le stress, la peur ou la colère, car ce sont des émotions qui amènent à plus de réactions. La Chine a donc compris que la propagande la plus efficace n'est pas la propagande positive, qui vise à donner une bonne image de soi à l'étranger, mais la propagande négative, qui vise à fragmenter une population de l'intérieur en lui faisant perdre confiance en son gouvernement et en ses pairs. Pour cela, la Chine a des armées de trolls, des faux profils sur les réseaux sociaux, et de bots, donc des comptes cette fois-ci, qui sont tenus par des robots pour diffuser des messages de propagande et de la désinformation, visant soit à défendre le parti communiste chinois, soit à polariser les opinions concernant un mouvement sociétal. Cette dernière technique est appelée astroturfing et est directement inspirée des Russes. Prenons par exemple le cas du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, car il est très parlant. En analysant les conversations avec le hashtag Black Lives Matter sur Twitter, des chercheurs avaient remarqué qu'il y avait deux pôles distincts, la gauche et la droite, avec d'un côté ceux qui disent que les Afro-Américains sont victimes d'un racisme systémique, et de l'autre ceux qui disent que cette communauté fait proportionnellement plus de crimes que les autres et que les policiers agissent donc en conséquence. Jusque-là, rien de nouveau. Sauf qu'en regardant de plus près, les chercheurs se sont aperçus que parmi ces tweetos s'étaient glissés des comptes russes, ici en orange. Et on peut voir, d'après le schéma, que la stratégie de la Russie était d'attirer les uns et les autres vers les extrêmes, ce qu'on appelle la polarisation des opinions, afin de tuer la possibilité d'un débat. La propagande sur les réseaux sociaux et dans les médias sert aussi à manipuler l'opinion publique au regard de son propre gouvernement. C'est ce que la Chine avait voulu faire en février 2020 dans une campagne de désinformation pour faire porter le chapeau de la pandémie aux États-Unis. Et une fois qu'on a semé le trouble dans le camp adverse et que la population devient irréconciliable, c'est le moment de lui insuffler sa propre idéologie. Comme on l'a dit plus tôt, la guerre cognitive est une guerre d'influence, mais c'est aussi une guerre d'infiltration. Les tentacules.
Ça passe par la culture avec le cinéma notamment, ça passe par les médias, par des banques de contenu où l'information est contrôlée, par l'éducation, par l'économie et par la diplomatie. Cette influence, elle peut se faire pacifiquement, c'est ce qu'on appelle le soft power. Elle peut se faire par le biais de sa puissance militaire et de sanctions économiques, c'est ce qu'on appelle le hard power, mais elle peut aussi être faite à la chinoise, par la manipulation, la menace ou les sanctions pour promouvoir l'autocensure. C'est ce qu'on appelle le sharp power. Le but de ce sharp power, c'est avant tout d'empêcher tout discours négatif sur le PCC, et notamment ne pas parler des 5 poisons, les Ouïghours, les Tibétains, le Falun Gong, les militants pro-démocratie et les indépendantistes taïwanais. Par exemple, en 1997, le film 7 ans au Tibet avait été interdit en Chine car il donnait une vision trop bienveillante du Dalai Lama, le chef spirituel du Tibet. Mais il se trouve que la Chine représente un gros marché pour Hollywood qui depuis prend en considération la politique chinoise dans ses films. Voilà ce qu'est l'autocensure. On peut aussi citer Facebook qui accepte de grosses sommes d'argent de la Chine pour promouvoir des messages de propagande disant que la persécution des Ouïghours est une intox. D'ailleurs c'est bizarre mais plus aucun influenceur n'en parle des Ouïghours. Toute cette propagande et cette désinformation menacent particulièrement les démocraties puisqu'avec la liberté d'expression, l'information voyage librement et donc il est bien plus facile de faire passer des mensonges. Et les démocraties, c'est justement ce que Pékin souhaite détruire. En 10 ans, la Chine se serait ingérée dans au moins 10 scrutins dans 7 pays, notamment à Taïwan, principale victime de la guerre cognitive chinoise, qui a subi de plein fouet la propagande négative de la Chine par rapport au parti actuellement au pouvoir, le DPD, qui est pour l'indépendance de Taïwan. Lors des élections locales taïwanaises de 2018, le DPD avait fait face à une défaite importante après une campagne chinoise de désinformation. La Chine a aussi été accusée d'avoir ingéré la réélection de Justin Trudeau au Canada, peut-être car c'est l'homme le plus à même de détruire ce pays devenu le Wokistan, qui sait. Et pour que vous compreniez en quoi la guerre cognitive est particulièrement efficace en ce qui concerne les élections, je vais vous parler du cas de la campagne d'Usso, qui ne concerne pas la Chine mais qui est le meilleur exemple concret de guerre cognitive que j'ai trouvé. La guerre cognitive se base sur une compréhension fine des réseaux qui tissent la société. Le but va être de perturber ces réseaux en s'attaquant à plusieurs nœuds, d'où le fait que ce soit une guerre hybride. Une guerre cognitive rondement bien menée est celle de la campagne d'Usso, pendant les élections présidentielles de 2010 à Trinité et Tobago. Trinité et Tobago est une île des Caraïbes dont la population est principalement composée des Indo-Caribéens d'un côté et des Afro-Caribéens de l'autre. Il en est de même pour les deux principaux partis politiques qui s'affrontent depuis la fin de la colonisation. Cette année-là, le parti indo-caribéen décide de faire appel à Cambridge Analytica, dont on a parlé tout à l'heure, pour l'aider à gagner les élections. Cambridge Analytica est une entreprise anglaise de nouvelles technologies spécialisée dans l'analyse de données à grande échelle et le conseil en communication. Elle se donne pour mission de changer le comportement grâce aux données et fonctionne en mélangeant le traitement quantitatif de données, la psychométrie et la psychologie comportementale. On peut presque dire qu'ils sont les inventeurs de la guerre cognitive. Cambridge Analytica a été fondée en 2013, mais la capacité de l'entreprise à faire du micro-ciblage remonte à 2010 lorsque Facebook a lancé l'Open Graph qui comprenait une nouvelle version de son API, un outil qui permet à une application d'accéder aux données ou aux fonctions d'une autre application. Grâce à cette API, Cambridge Analytica a pu avoir accès aux données de dizaines de millions de personnes. Et comme je l'ai expliqué dans la partie précédente, les données personnelles représentent une mine d'or dans le cadre de la guerre cognitive. La première étape de Cambridge Analytica pour permettre aux Indo-Caribéens de remporter l'élection était donc de faire un profilage psychologique via Facebook des habitants de l'île. Et voilà ce qu'ils se sont dit. Il faut viser les jeunes, donc la campagne doit être apolitique, car les jeunes s'en foutent, et elle doit être réactive, car les jeunes sont feignants. Une fois le profilage psychologique réalisé, ils n'ont plus qu'à attendre le bon moment pour que leur campagne soit la plus efficace possible. Ils ont donc guetté le web trinidadien, et le bon moment leur est apparu lorsqu'un retraité, opposé au gouvernement, a refusé au Premier ministre d'accéder à son jardin lors d'une de ses visites électorales. Pour ce faire, il a croisé ses bras, poings serrés. Cambridge Analytica avait leur symbole et leur logo. Ils ont rajouté à ça un slogan, et de là est née la campagne d'Usso, qui avait pour but d'encourager les jeunes à l'abstentionnisme. Et ce mouvement de protestation a pris, et les artistes et les jeunes de tous bords y ont participé. Car en surface, c'était en effet un mouvement apolitique, sans parti pris pour un camp ou l'autre. Impossible de soupçonner une quelconque manipulation de la part des deux partis. Sauf que rien n'a été laissé au hasard et Cambridge Analytica avait un plan bien précis. En analysant les profils Facebook, l'entreprise a remarqué une différence cognitive entre les deux ethnies composant l'île, notamment en ce qui concerne la relation des jeunes à leurs parents. Pour vulgariser la chose, les Indo-Caribéens sont très proches de leurs parents et font ce que ces derniers leur demandent, alors que les Afro-Caribéens sont plus indépendants et ont tendance à penser un peu plus par eux-mêmes.
Ce qui a fait que lorsque sont venues les élections, même s'ils avaient participé au mouvement, les Indo-Caribéens ont obéi à leurs parents et sont allés voter, ce qui n'a pas été le cas des Afro-Caribéens qui ont décidé de s'abstenir. Il y a d'ailleurs eu une différence de 40% entre les jeunes votants des deux ethnies. Au final, les Indo-Caribéens ont gagné, et la manipulation n'a été dévoilée que 10 ans plus tard lors de la sortie du documentaire The Great Hack. Comme je vous l'ai dit, quand on s'en rend compte, il est trop tard. On vient de le voir, il est fort probable que dans un futur proche, la capacité cognitive devienne un facteur de supériorité opérationnelle. La prochaine étape logique est donc d'endommager physiquement l'organe qu'est le cerveau, car un neurone mort ne se répare pas. Et ça tombe bien puisque ces dernières années, on a assisté à une percée d'avancées neurotechnologiques, comme les interfaces cerveau-machine, les ICM, qui permettent de réaliser des dingueries. Par exemple, en 2015, Jeanne Schwerman, une femme tétraplégique, a réussi à piloter un F-35 grâce à une ICM. À Sydney, des chercheurs ont mis au point une technologie de biocapteur qui permet de faire fonctionner des machines ou des robots par la pensée. Et plus récemment encore, des chercheurs de l'UC San Francisco et de l'UC Berkeley ont conçu un implant qui décode la pensée et la transforme en paroles synthétisées, permettant à une femme paralysée de communiquer à travers un avatar. C'est une incroyable avancée pour la médecine, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour voir en quoi ces découvertes pourraient se transformer en armes. On assiste à un nouvel effet Spoutnik avec une course à l'armement neurologique menée par la Chine et ses alliés d'un côté et par l'OTAN de l'autre. Aux États-Unis, ces innovations sont principalement mises au point par la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, chargée de la recherche sur les nouvelles technologies pour l'utilisation militaire. En Chine, ils ont le programme Neurostrike. Une étude intitulée Répertorier, cibler et démanteler le programme de frappe neurologique du Parti communiste chinois, très long pour le nom d'une recherche, explique que l'armée chinoise développe des armes technologiques de pointe capables de perturber les fonctions cérébrales et d'influencer de larges groupes de personnes. Parmi ces armes, on retrouve des armes à énergie dirigée, qui utilisent des faisceaux d'énergie tels que des micro-ondes ou des lasers pour chauffer ou perturber l'activité électrique du cerveau. La Chine en avait supposément utilisé lors de sa guerre contre l'armée indienne sur les sommets de l'Himalaya, enfin entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Des armes à impulsion électromagnétique, ou EMP, qui émettent une puissance rafale d'énergie électromagnétique qui peut endommager les appareils électroniques, y compris ceux qui sont implantés dans le cerveau, utiles donc contre les implants cérébraux dont on vient de parler. Et il y a aussi les armes neurologiques. Ces armes ciblent le système nerveux, provoquant des symptômes tels que des maux de tête, la confusion, la désorientation, des nausées et des vertiges, voire même la mort. Et la technologie en plein essor qui amplifie grandement la menace dans le cadre de la guerre cognitive, c'est l'intelligence artificielle ou l'IA, et notamment les deepfakes, une technique de synthèse basée sur l'IA qui permet de superposer des fichiers vidéo ou audio sur d'autres fichiers vidéo ou audio. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Particulièrement efficace pour créer des intox et de plus en plus difficile à détecter. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. D'ailleurs, le gouvernement Biden a mis en place des mesures de restriction concernant la vente de puces d'IA de pointe vers la Chine et continue de durcir ces mesures, pour vous dire qu'on est vraiment dans une guerre froide. Et si vous vous dites que tout ça n'est que hypothèse et science-fiction, laissez-moi vous parler du syndrome de la Havane. En 2016, des diplomates américains situés à Cuba tombent malades, une véritable épidémie qui ne touche que les fonctionnaires nord-américains, certains sont aussi canadiens. Leurs symptômes, des sensations sonores étranges, un sentiment d'oppression, des maux de tête terribles, des étourdissements et des soudains déficits intellectuels touchant la mémoire, les capacités de concentration ou l'aptitude à déchiffrer des mots très simples. Les médecins sont incapables d'identifier la cause. Et la bizarrerie continue car le même phénomène de symptômes étranges touche des diplomates américains basés au consulat de Guangzhou en Chine. En 2020, l'Académie des sciences de Washington partage son travail de recherche. Selon ces chercheurs, la cause du syndrome de la Havane serait une exposition longue à des ondes électromagnétiques basse fréquence, inaudibles pour l'oreille humaine. Mais cette théorie est écartée 2 ans plus tard par des experts du renseignement américain, car selon eux, il n'y a pas de preuve crédible qu'un adversaire étranger dispose d'une arme ou d'un mécanisme ayant provoqué ces troubles. Coïncidence, je ne crois pas. Bon, aujourd'hui on s'est attaqué à un gros poisson. Regardez-moi la taille de spéciaux. Je n'ai pas pu mettre l'ensemble de mes recherches dans la vidéo car sinon elle durerait 3 heures. Donc si vous voulez rajouter une info sourcée, j'insiste,
Faites-vous plaisir. La guerre cognitive est la guerre de demain. La Chine est déjà pas mal avancée et les États-Unis la talonnent de près. D'ailleurs, ces derniers commencent déjà à recruter des nouveaux types de soldats pour leur brigade psychologique. Je vous laisse jeter un œil à leur vidéo Ghost in the Machine, c'est flippant. C'est flippant. Vous l'avez compris, on participe tous à cette guerre activement. Pour l'OTAN, on est même considéré comme étant de possibles soldats dormants de la Russie ou de la Chine, capables de se réveiller à tout moment pour se retourner contre notre camp. C'est pour ça qu'il est important de se forger un esprit critique et de ne pas croire et partager tout ce que vous voyez sous le coup de l'émotion sans en avoir d'abord vérifié la véracité. À commencer par ce décryptage dont je vous mets les sources en description, à vous d'en juger la fiabilité.